Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 19h30 sur Canal 3 à Bénin à la une de l'actualité. Fin des travaux du colloque sur les mécanismes de redevabilité des gouvernants. Les assises ont été organisées par la Haute Cour de justice dans la ville de Dassa. Zoumé, d'importantes résolutions ont été prises au thème de ce colloque de 3 jours. On en parle dans un instant. On parlera également de cette activité de la Jeune Chambre internationale Aboumé Calavi Sika. Elle a organisé une formation en pisciculture au sol au profit de 200 jeunes, une initiative pour permettre aux jeunes de s'essayer à l'entrepreneuriat. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la 7e édition de la pratique sportive dénommée Cotonou à vélo. Elle s'est déroulée ce dimanche. L'initiative est de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin qui se tient chaque année en collaboration avec la Fédération béninoise de cyclisme. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 à Bénin. 3 jours de réflexion sur les mécanismes de redevabilité des gouvernants. Le colloque initié par la Haute Cour de justice a pris fin sur une bonne note, une note de satisfaction, et vous allez voir pourquoi. Les travaux ont été ponctués de plusieurs communications, des travaux en atelier et d'intéressants débats sous la direction de la professeure Dandi Nyamou, présidente de la Haute Cour de justice, Imet Hélène Amoussou. Les travaux ont été lancés en présence des juges de la Haute Cour de justice, les membres du ministère public, de la Chambre de l'instruction, du greffe, les représentants de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, Cour suprême, de la Cour des comptes et autres. Les 3 journées d'échanges scientifiques ont permis de mettre en lumière les défis et les enjeux fondamentaux du mécanisme de redevabilité des gouvernants dans les systèmes juridiques et institutionnels de notre pays. Nous avons bénéficié des réflexions d'une grande richesse mettant en évidence les forces et les faiblesses du cadre actuel, ainsi que des pratiques issues d'expériences comparées. Mesdames et messieurs, il est indéniable pour l'heure, à la lueur de ces expériences et de nos espérances, d'affirmer sans le moindre doute qu'une réforme est nécessaire, voire urgente, pour faire de la Haute Cour de justice, et là je cite, une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Les débats, analyses et réflexions ainsi que les divers travaux en atelier menés lors de ce colloque ont conduit à la formulation de plusieurs recommandations, dont certaines d'ordre général et d'autres spécifiques. Sur les recommandations d'ordre spécifique, on peut citer entre autres l'instauration du principe d'unicité du parquet à la Haute Cour de justice, étendre l'office du procureur général près la Chambre de l'instruction à ses substituts et lui donner plus de marge de manœuvre, donner plus de pouvoir à la Chambre de l'instruction, la création d'un greffe central à la Haute Cour de justice pour des raisons de sécurité et d'archivage des actes, la création d'une chambre de contrôle juridictionnel faisant office de chambre d'appel à la Haute Cour de justice. Donner au procureur général près la Haute Cour de justice le pouvoir d'autosaisine en cas de défaillance de l'Assemblée nationale. Remerciant les uns et les autres pour leur riche apport et contribution lors de ces assises en vue de renforcer l'efficacité de l'institution, le vice-président de la Cour constitutionnelle, au nom de la présidente de la Haute Cour de justice, a pris la résolution de partager et de défendre les conclusions des travaux. On va évoquer ce sujet que j'avais annoncé en titre il y a quelques minutes. 200 jeunes bénéficient d'une formation en pisciculture au sol. Ça se passe à la mairie d'Abomey Calavi. La formation est organisée par la Jeune Chambre internationale Abomey Calavi Sika, qui met ainsi en œuvre son projet Prépa, entendez, programme de reconversion professionnelle et d'accompagnement des entrepreneurs. L'objectif est de donner aux jeunes l'opportunité de non seulement apprendre, mais aussi de s'essayer à l'entrepreneuriat. On fait le point avec Vigile Rodayon. C'est dans l'action concrète, l'apprentissage appliqué et l'audace d'entreprendre que se bâtit une nation forte, et c'est à cela que vous vous engagez aujourd'hui. Voilà un passage clé du discours de Jean Lokossou au moment de lancer cette formation en pisciculture hors sol. L'initiative de la Jeune Chambre internationale Abomey Calavi Sika mobilise dans cette salle 200 jeunes. À vous, jeunes et jeunes femmes, je veux dire ceci. Vous ne recevez pas aujourd'hui une simple formation. Vous héritez d'un levier. Un levier pour insuffler à votre quotidien
une nouvelle trajectoire. Vous repartez avec un savoir-faire, un kit de démarrage et un réseau, mais surtout avec la clé de votre autonomie. Cette formation porte essentiellement sur deux espèces, les clarias et les tilapias. Elle relève de la mise en œuvre du projet PREPA, programme de reconversion professionnelle et d'accompagnement des entrepreneurs SICA. Il vise à développer chez ces jeunes les connaissances indispensables au démarrage d'une entreprise. Introduction à la pisciculture, alimentation et nutrition, reproduction et alevinage, suivi technique et gestion sanitaire sont les différents modules prévus. Nous voulons répondre à beaucoup de choses. Il y a la diversification des revenus, la reconversion professionnelle. Il y a aussi pour la société une réduction du chômage. Il y a également la sécurité alimentaire. Le gouvernement aujourd'hui est en train de vouloir interdire l'importation des produits congelés. Alors, un palliatif doit être trouvé. Donc, la pisciculture qui serait une occasion de pallier à ce manque qu'il y aura sur ce secteur-là. C'est d'abord, avant tout, une fierté pour moi que ceux qui sont venus après nous aujourd'hui ont passé le niveau supérieur. Ils ont identifié un besoin qui existait, notamment autonomiser les jeunes à pouvoir se réorienter et choisir une nouvelle voie pour certaines personnes. Le projet PREPA a commencé depuis l'année passée avec la reconversion professionnelle de 150 jeunes formés en achatiniculture. Les bénéficiaires de la présente formation, comme ceux de la cohorte précédente, auront des facilités d'écoulement de leur production grâce au réseau de débouchés déjà négocié par les initiateurs. De belles perspectives donc pour les jeunes bénéficiaires de cette session. À l'issue donc de la formation, quelques participants se sont prononcés justement sur la pertinence de ce programme initié par la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi SICA. Très bonne initiative, ont-ils dit au micro de Vigile Rodéon. Cette initiative, c'est une très bonne initiative parce que ce n'est pas pour la première fois que la GCI organise ces formations. J'avais déjà participé à l'une de leurs formations qui est l'escargot et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et le formateur a bien expliqué. Après, on va sur les sites pour les pratiques au fait. Donc, je dirais 50% théorie et 50% pratique. Et l'accompagnement est au top. C'est à cause de ça que j'ai décidé de revenir faire la formation en pisciculture pour me former pour mon bien-être et pour le bien-être de la population. Donc je crois que c'est bien tombé quand même cette initiative pour permettre surtout aux jeunes maintenant, au lieu d'aller faire la pagaille qu'ils ont l'habitude de faire, d'aller faire les trucs de gaille et tout ça, de leur permettre en fait de pouvoir eux-mêmes s'assumer et comment on l'appelle, s'assurer comment on l'appelle, un avenir heureux, quoi. C'est mieux. Avec ça, on ne risque pas la prison. Avec ça, on ne risque pas de faire du tort à son prochain. Donc, je trouve que c'est bien fait. Je vais demander aux jeunes, s'ils entendent parler de ce programme encore pour la prochaine fois, de ne pas hésiter. Je suis arrivée, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis une mangeuse de tilapia, j'aime beaucoup le tilapia. Mais aujourd'hui, je suis en train d'apprendre moi-même comment est-ce qu'il faut l'élever. Et à long terme, je vais commencer à le commercialiser. Donc, je vais entreprendre par rapport à ça. Donc, je vais demander aux jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de faire quelque chose. S'ils n'ont pas trouvé autre chose à faire, je leur dirais que l'élevage de poissons est quelque chose qui peut leur apporter beaucoup de choses. Et encore, on va rester dans le milieu de l'auto-employabilité avec cette fois-ci le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Emploi, de la promotion de l'emploi qui était vendredi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, puis à Sud Capitale. Une sortie pour constater le déroulement des entretiens d'embauche qui se font au profit des candidats à l'emploi au titre du programme spécial d'insertion à l'emploi dont, vous le savez sans doute, le gouvernement a autorisé la poursuite. Il a été également question pour Modeste Kérékou d'apprécier, vous allez le voir également, les témoignages d'anciens bénéficiaires qui travaillent aujourd'hui à Sud Capitale. On va retrouver Vigile Rodéon qui va nous situer justement le contexte de ce programme. C'est dans le cadre de la poursuite du programme spécial d'insertion à l'emploi autorisé par le gouvernement en Conseil des ministres que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi a effectué une descente à la CCI Bénin.
Ici, environ 400 jeunes diplômés planchent devant différents panels à l'occasion de leur entretien d'embauche au titre du PSIE pour 37 postes ouverts. À travers ce programme, nous agissons sur 2 leviers. Premièrement, nous aidons directement les entreprises, mais également par le biais de ces entreprises privées, nous avons l'occasion d'offrir des possibilités d'emploi aux jeunes. Certains se soldent après les 12 mois ou les 24 mois, comme nous le souhaitons, par la rétention définitive de ces jeunes-là dans les entreprises qui les ont accueillis. Au-delà de son impact social, le PSIE constitue également un important levier de croissance pour les entreprises. À date, près de 1800 entreprises ont déjà été impactées pour environ 14 milliards injectés sous forme de salaires versés aux jeunes insérés. Parmi ces entreprises se trouve Sud Capital, qui fait dans l'intermédiation en opération de banque et moyens de paiement. Vous recevoir ici aujourd'hui est un honneur, mais surtout un devoir. Un devoir de dire un grand merci au gouvernement qui a initié ce programme. À l'issue de son séjour en tant qu'allocataire PSIE, Armel Adjaro occupe aujourd'hui au sein de Sud Capital un poste de responsabilité. En termes de connaissances, je peux dire que le programme et l'entreprise qui m'a accueilli m'a permis d'une certaine manière d'avoir une certaine praticité dans ce que nous apprenons dans notre cursus. Aujourd'hui, en tant qu'analyste financier, je puis dire que j'accompagne les entreprises dans le montage de leurs projets, dans la structuration de leurs besoins de financement et aussi à l'obtention de financement. Les entreprises béninoises sont exhortées à manifester leurs besoins en ressources humaines qualifiées et le gouvernement, à travers la NPE et le PSIE, se dit plus que jamais prêt à les accompagner. On va revenir encore sur ce sujet dont je vous parlais hier. Il s'agit de cette activité de CARE International et l'Association nationale des communes du Bénin. Les 2 partenaires ont procédé à l'évaluation des engagements des acteurs communaux impliqués dans la mise en œuvre du projet Cascade. C'était à la faveur d'un atelier organisé dans la ville de Latitengu. L'objectif du projet est de renforcer la politique nationale en nutrition pour, in fine, améliorer la sécurité alimentaire et réduire par conséquent la malnutrition chez les femmes et les enfants. Explication à la Sanaruna. Le présent atelier qui mobilise plusieurs acteurs de l'administration des communes du Nord Bénin autour des responsables du projet Cascade vise à une évaluation de ces acteurs dans la mise en œuvre du dit projet. Un projet de CARE International qui ambitionne de renforcer les politiques nationales en nutrition dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition au sein des couches vulnérables. Quand nous parlons de sécurité alimentaire et des documents politiques, je pense que tout ce que nous avons comme documents politiques, stratégiques, qui sont au niveau des différents ministères, qui sont sensibles à la nutrition, se retrouvent dans les documents politiques au niveau des communes. Et donc, si nous voulons renforcer les politiques au niveau national, il faut qu'on touche aussi les politiques au niveau local. Nous avons des regards, nous, à l'instant T, sur les communes d'intervention du projet Cascade pour voir comment les acteurs que nous avons renforcés sur cet outil ont pris en compte l'outil. Consciente de l'importance de cet outil stratégique dans le développement des communes, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, accorde un intérêt particulier à ce projet. L'ANCB est à la quête de tous les instruments qui sont susceptibles d'aider les acteurs communaux à relever les défis qui sont les leurs. Et dans cette quête, nous avons eu la chance de tomber sur un outil formidable qu'on appelle SISAN, score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les documents de planification. Et cet outil aide véritablement les communes à améliorer leur performance en ce qui concerne la prise en compte de cette thématique-là. Et donc, nous avons aussitôt pris sur nous de définir des stratégies d'appropriation. Pendant 3 jours donc, les différentes parties prenantes vont procéder à l'évaluation de ce document adapté aux communes pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition au sein des communautés. Plusieurs communications vont mobiliser ces assises, dont entre autres un point sur la mise en œuvre de la feuille de route sur l'outil CISA dans les communes d'intervention
et une présentation des défis et contraintes liés à l'utilisation de cet outil. Un autre élément que nous avons partagé hier, c'est cette initiative de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias, l'ODEM, qui a lancé une formation à l'endroit des journalistes béninois. Le projet est soutenu par l'ONG Bénin Excellence de la Fondation Vallée. Les thématiques sont axées sur l'intelligence artificielle et son impact sur l'exercice du métier du journalisme. On va voir ça avec Ingrid Eder. Nul besoin de démontrer qu'avec l'intelligence artificielle, les professionnels des médias n'auront plus de difficultés à rédiger leurs articles de presse, à traiter leurs photos et bien d'autres choses. Bien que l'extase soit grande, cette nouvelle technologie qui révolutionne le monde des médias n'est pas sans danger. C'est dans cette optique que l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias se propose d'attirer l'attention des professionnels des médias sur les opportunités et pièges de l'IA. Cette activité donc s'inscrit dans le contexte de la préparation des médias aux élections générales de 2026, parce qu'à l'occasion donc des élections, vous savez que les médias pilulent et que l'information pilule. Il est donc important pour nous d'anticiper et de pouvoir réguler le contenu des médias déjà tôt. Et donc nous avons décidé d'outiller les journalistes sur ces nouvelles technologies qui, ma foi, apportent énormément de désinformation, de manipulation de l'information. Cette formation, dédiée à une cinquantaine de journalistes, revêt une importance capitale parce qu'elle répond aux nouvelles exigences du Code de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin. Comment déceler le vrai du faux? Comment éviter de se faire abuser par des personnes extérieures à la profession? Et comment exploiter de façon judicieuse cette technologie? Autant de questions auxquelles tente de répondre cette formation organisée avec le soutien de l'ONG Bénin Excellence. L'IA, l'intelligence artificielle, vous savez bien que c'est un couteau à double tranchant. Il a ses avantages, il a ses inconvénients, mais telle qu'elle se présente aujourd'hui, on ne peut pas ne pas aller à son école. Et c'est là où nous remercions sincèrement et félicitons l'initiative qui est de vous aguerrir. La HAC se réjouit particulièrement de cette initiative. Elle contribue à renforcer les compétences techniques de nos journalistes face aux défis du numérique. Deuxièmement, elle permet d'anticiper les enjeux réglementaires liés à l'usage de l'IA dans les médias, un sujet sur lequel la HAC travaille activement. Comprendre l'intelligence artificielle générative pour en faire un usage responsable dans les médias, c'est autour de ce thème que convergent les réflexions de cette formation. Dans le reste de l'actualité à présent, les responsables d'artisans ont désormais une idée plus ou moins claire du code, donc de quelques dispositions importantes du code électoral. Et vous allez comprendre, loin de leurs besoins pour le mieux-être de leurs différents métiers, ils ont écouté religieusement les explications du ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. C'était jeudi à Zobo, ici à Cotonou, à la base d'appui aux artisans. Gilbert Déo Malais a évoqué également quelques sujets d'actualité avec les artisans. On va faire le point avec ce reportage ici, Wouliat Sanoussi, présenté par Florence Bossard. Conseiller à la justice et aux relations extérieures de débarrasser les artisans des mauvaises appréhensions sur le code électoral. Une séance appréciée par ces artisans réunis à Cotonou, au siège de leur base d'appui située à Zobo. Les artisans n'étaient pas imprégnés du tout du code électoral. Mais ce qu'on a fait ce matin a fait que bon nombre des artisans ont compris que le code va dans l'intérêt du peuple. Donc je voudrais tout faire pour que l'impact soit général, pour que tout le monde puisse être au même type d'information. L'occasion est saisie par les responsables artisans pour faire part des difficultés auxquelles est exposé le sous-secteur. Des doléances enregistrées par Gilbert Déo. Ce qui nous importe, c'est de pacifier le milieu pour qu'on puisse aller à des élections apaisées et que les Béninois soient libres de faire leur choix. Je ne suis pas venu en tant que leur répondant au niveau du gouvernement. Je suis venu en tant que ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Mais comme eux-mêmes l'ont dit, il n'est pas facile de rencontrer les membres du gouvernement. Et l'occasion faisant le larron, ils ont profité pour nous exposer leurs difficultés. Ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas demander aux artisans de rester dans
la souffrance et la misère, et pour qu'on travaille, pour qu'on discute ensemble. Donc, ce qu'ils ont dit concernant leur corporation, nous allons rendre compte à qui de droit. J'ai pris l'engagement donc de demander à mon collègue ministre conseiller qui est à charge de leur secteur de revenir faire le même exercice avec eux, mais dans leur corporation, pour ce qui concerne leur corporation. Et ça, je me battrai pour ça. Plusieurs sujets brûlants de l'actualité nationale ont été également abordés au cours de cette séance d'échange, à savoir l'affaire Steve Amoussou, le PAG, le pouvoir d'achat de la population et puis d'autres. Sport, pour finir, l'édition 2025 de la pratique sportive dénommée Cotonou à vélo s'est déroulée dans la matinée de ce dimanche. Une initiative de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin qui se tient chaque année en collaboration avec la Fédération béninoise de cyclisme. Elle a réuni cette année plus de 200 participants autour de la balade dans la ville de Cotonou à vélo sur une distance de 20 km. Reportage. Un nouveau rendez-vous de pratique de vélo dans la capitale économique du pays honoré pour l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et les fanatiques de bicyclette. Loin d'être une compétition de course à vélo, c'est une activité saine et sportive qui promeut depuis quelques années au Bénin, en particulier à Cotonou, une pratique qui est un mode de vie aux Pays-Bas. On veut transmettre cette idée, cette philosophie ici à Cotonou et je vois chaque année plus de potentiel. À mes balades régulières ici à Porte-Pêche, je vois des amis et des fanatiques de bicyclette, et chaque fois de plus en plus. Mais aussi en termes d'infrastructure physique, je vois de développement et de nouvelles routes à découvrir. Et ça, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour cette 7e édition de Cotonou à vélo, les participants ont droit à une balade dans la ville, spécialement sur la corniche d'Akwakwa. Jeunes et personnes âgées, sans oublier les tout-petits, chacun de son côté est allé à son rythme en restant fidèle à la philosophie de l'initiative de l'ambassade des Pays-Bas. Durant environ 2 heures de temps, le peloton a parcouru les 20 km retenus cette année, du Palais des Congrès à la corniche, pour le retour au point de départ. C'était un grand plaisir ce matin de se promener à la marine, à la corniche. L'ambiance était bon enfant. On a roulé à une vitesse, je veux dire, totalement normale avec des enfants. D'accord. Il y avait une bonne sécurité, il y avait les policiers qui étaient là. Ils nous ont bien indiqué la voie, comment faire pour ne pas nous blesser et tout ça. Pour moi qui milite pour la préservation de l'environnement et qui voudrait qu'un jour on ait à Cotonou une journée sans voiture, c'est l'exemple que c'est faisable et qu'on peut mobiliser une matinée comme ça pour amener tout le monde à faire du sport, à marcher, à faire du vélo et à préserver l'environnement et en tenant compte de la santé. Donc pour moi, c'est une magnifique expérience. Cet événement de promotion des bienfaits de la pratique du vélo sur la santé intervient à quelques semaines de la fête nationale des Pays-Bas, célébrée le 27 avril de chaque année, et le Tour cycliste international du Bénin prévu démarrer le lendemain, soit le 28 avril 2025. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 13 avril 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Badazoui, c'est à Bopa. Merci de votre fidélité au programme de 43 à Bénin. On se retrouve samedi prochain pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.